Eh bien, merci à Jean Salem pour son invitation à vous parler des rapports Feuerbach-Marx. Puisque nous sommes un séminaire sur Marx, je vais vous parler des rapports entre les deux et insister aussi sur le contexte du rapport entre Marx et les jeunes hegéliens, c'est-à-dire la période du Vormärz. Donc, comme je ne suis pas sûre que tout le monde ait nécessairement lu Feuerbach ou ait une idée un peu précise de qui est Feuerbach, hormis une référence dans quelques textes du jeune Marx, je commencerai par une présentation quasi biographique de Feuerbach, et puis nous entrerons peu à peu dans le lien conceptuel ou non, réel ou non, qu'il peut y avoir entre la philosophie de Ludwig Feuerbach et celle du jeune Marx. Alors, que peut-on dire de Feuerbach lorsque l'on veut le dépeindre autrement que comme l'auteur uniquement de l'essence du christianisme ou comme simple trait d'union entre Hegel et Marx, position qui lui est traditionnellement attribuée? Comment faire autre chose qu'un simple auteur d'aphorismes, un peu frivole, et trop léger parfois, apparemment, pour être sérieux? Alors, avant d'en venir à son œuvre précisément, je vais dire 3 mots de l'homme pour le situer. Donc, Ludwig Andreas Feuerbach est né en 1804 en Bavière. Il est le fils de Paul Anselm Feuerbach, qui, après avoir étudié la philosophie, notamment auprès de Fichte à Iéna, et le droit, devient juriste et un professeur de droit célèbre. Célèbre pour 2 choses. D'abord, pour s'être occupé du cas Kaspar Hauser, et pour avoir participé aussi activement à la réforme du droit criminel de Bavière et avoir rédigé le code pénal de Bavière, qui servira de modèle à celui d'autres États allemands. Les autres membres de la famille ne sont pas en reste. Ils développent chacun des talents particuliers dans divers domaines. Ainsi, le frère aîné de Ludwig Feuerbach est un archéologue reconnu, qui aura comme fils un des peintres les plus célèbres du XIXe siècle allemand, Anselm Feuerbach, dont certains d'entre vous ont peut-être vu les œuvres si vous êtes allés à l'exposition du Louvre de l'Allemagne de Friedrich à Breckenmann. Et le deuxième frère, Karl Wilhelm Feuerbach, était lui un brillant mathématicien et géomètre qui nous a laissé le théorème de Feuerbach, si certains sont scientifiques. Et enfin, les 2 autres frères, moins brillants, deviennent juristes et philologues. Donc on a affaire à une famille, la famille Feuerbach, qui est éclairée, instruite, tant en matière d'art, de sciences, de droit, de philosophie, qui est assez engagée politiquement. Les frères de Ludwig Feuerbach sont membres des fraternités étudiantes, ce qu'on appelle les Burschenschaften, dont la première est née en 1815. Donc c'est des groupements d'étudiants en fait, qui défendent, 1, l'unité allemande, et 2, souvent, le droit d'expression, le droit de presse, le droit de pouvoir s'exprimer librement. Et ce sont des regroupements d'étudiants qui ont été considérés comme dangereuses et interdites par les décrets de Karl Barth en 1819. Donc on peut définir la famille de Feuerbach comme libérale politiquement, c'est-à-dire pour la limitation des pouvoirs de l'État à la protection juste des individus. Je ne l'entends pas au sens libéral, je ne l'entends pas au sens économique, je l'entends au sens politique, c'est-à-dire comme opposition à un pouvoir assez réactionnaire. Je reviendrai dessus sur la période du Vormärz. Alors je vais crier un peu plus. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Bon. Alors, Ludwig Feuerbach commence des études de théologie à Heidelberg en 1823, puis découvre, grâce à son professeur Karl Dobb, la philosophie de Hegel, ce qui l'incite, non sans difficulté avec son père et les autorités de l'époque, à partir étudier à Berlin et à suivre les cours de Hegel. Ça a l'air anecdotique, mais c'est l'un des rares jeunes hegéliens qui a été réellement élève de Hegel, ce qui, paradoxalement, n'est pas le cas de tous. Par la même occasion, ou plutôt en conséquence de quoi, il passe de la théologie à la philosophie,
et œuvre à la propagation de la doctrine du maître. Il rédige sa thèse d'inspiration hegelienne en 1828, de la raison une, universelle et infinie, et devient, de 1828 à 1835, Privatdozent à l'université de Erlangen, c'est-à-dire cette situation peu enviable qui consiste à être payé en fonction du nombre d'étudiants que vous avez devant vous. Et position qui peut durer un certain temps. Malgré ses efforts, il n'obtient pas de poste de professeur, alors au sens réel du terme, et sa situation se complique encore un peu avec la publication de son premier ouvrage, depuis sa thèse, Les pensées sur la mort et l'immortalité en 1830. Cet ouvrage lourd de conséquences néfastes pour la carrière de Feuerbach, et qui est une attaque en règle contre la théologie et contre le rôle surtout que la théologie peut jouer au service d'un État réactionnaire, policier. Il faut dire que les années 30 donc, sont ces années de réaction et que depuis les décrets de Karlsbad, donc, dont je vous ai parlé, qui datent de 1819 et qui ont été lancés par Metternich, le policier des pays germaniques, la liberté d'expression et la critique des autorités politiques ou religieuses est limitée à la portion congrue. Même si l'ouvrage est publié de façon anonyme, l'auteur est vite démasqué, notamment à cause des piques à l'égard des théologiens de Erlangen. Et le livre est considéré comme dangereux, trop révolutionnaire, et ça suffit à barrer pour longtemps toute chance de Feuerbach d'obtenir une chaire à l'université. Donc de 1833 à 1939, il vit à Bruckberg, des revenus de l'usine de porcelaine de sa femme, et publie 3 ouvrages d'histoire de la philosophie, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, malgré leur intérêt. Et j'en viens donc à 1839, où il publie sa contribution à la critique de la philosophie de Hegel. Si depuis la dissertation de 1828, une distance de plus en plus importante s'est creusée avec Hegel, c'est toutefois cet ouvrage qui marque définitivement une rupture avec Hegel. Du reste, il ne s'oppose pas à la philosophie de Hegel, il la renverse, il fonde une philosophie nouvelle, comme étant le renversement de la philosophie hegelienne, et il définit cette dernière, la philosophie hegelienne, comme l'apogée de la théologie spéculative. Donc on avait jusque-là un Feuerbach qui quittait la théologie grâce à la philosophie de Hegel, on a maintenant un Feuerbach qui associe la philosophie de Hegel à la forme la plus achevée de théologie spéculative. Qu'est-ce donc que cette philosophie nouvelle que Feuerbach nous propose ? Il en donne une définition dans la préface aux principes de la philosophie de l'avenir, qui seront publiés en 1843. Je cite, « La philosophie de l'avenir, donc cette philosophie nouvelle, a pour mission de ramener la philosophie du royaume des âmes trépassées dans le royaume des âmes incarnées, des âmes vivantes, de la faire descendre de la béatitude d'une pensée divine et sans besoin dans la misère humaine. Pour cela, il ne fallait qu'une intelligence humaine et un langage humain. Mais penser, parler et agir de façon proprement humaine n'est donné qu'aux générations à venir. Aujourd'hui, il ne s'agit pas encore d'exposer l'homme, mais de le tirer du bourbier d'où il est enlisé. Ces principes avaient pour mission de déduire de la philosophie de l'absolu, c'est-à-dire de la théologie, la nécessité de la philosophie de l'homme, c'est-à-dire de l'anthropologie, et de fonder la critique de la philosophie humaine sur la critique de la philosophie divine. Ces principes sont publiés la même année, en 1843, que la 2e édition de l'œuvre majeure de Feuerbach, L'essence du christianisme, qui fera de Ludwig Feuerbach l'une des figures majeures de la philosophie allemande de son temps. Et cette œuvre, L'essence du christianisme, est publiée pour la première fois, elle, en 1841, et il fait l'effet d'une bombe, pour ne pas dire d'une révélation parmi les jeunes hegeliens. Il critique le dogme chrétien et la théologie chrétienne. Cependant, la critique du dogme chrétien n'est pas une spécificité à l'époque propre à Feuerbach. David Strauss avait déjà publié en 1835 La vie de Jésus, qui présente ce dernier, Jésus, comme un être historique représentant la conscience des premiers chrétiens et non un être divin. Bruno Bauer avait publié en même temps,
avec en partie vraisemblablement l'aide de Marx. En 1841, La trompette du jugement dernier, contre Hegel, l'athée et l'antéchrist. Cet ouvrage donne à voir une philosophie profondément athée qui se cacherait sous une philosophie exotérique, hegelienne, officiellement chrétienne. Et Strauss et Bauer ne comptent que parmi les plus connus. Mais en fait, c'est j'ose pas dire que c'est une mode à l'époque, mais il y a quand même un certain nombre d'ouvrages à l'époque qui se situent dans le domaine de la critique de la religion, du dogme et de la théologie de l'époque. Donc pourquoi Feuerbach ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de Feuerbach et l'intérêt de Feuerbach ? Qu'est-ce qui fait son intérêt ? Qu'est-ce qui a pu faire écrire à Engels dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, quand même quelques 40 ans plus tard, après l'exposé du contexte philosophique hegelien de l'époque, je cite Engels, « C'est alors que parut l'essence du christianisme de Feuerbach. D'un seul coup, il réduisit en poussière la contradiction en remplaçant sans détour le matérialisme sur son trône. La nature existe indépendamment de toute philosophie. Elle est la base sur laquelle nous autres hommes, nous-mêmes produits de la nature, avons grandi. En dehors de la nature et des hommes, il n'y a rien. Et les êtres supérieurs, créés par notre imagination religieuse, ne sont que les reflets fantastiques de notre être propre. L'enchantement était rompu. Le système, sous-entendu le système hegelien, était brisé et jeté au rencard, la contradiction résolue, car rien n'existait que dans l'imagination. Il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre pour s'en faire une idée. L'enthousiasme fut général. Nous fûmes tous momentanément des Feuerbariens. » Certes, l'essence du christianisme porte sur la critique des dogmes religieux, et plus particulièrement des dogmes religieux chrétiens, et plus encore protestants. Mais cette critique peut s'inscrire dans une histoire de laïcisation progressive, qui va de l'Antiquité à l'époque moderne, qui englobe la conception rationaliste de Dieu, qui certes ne nie pas l'existence de Dieu, mais le refuse comme explication valable des causes secondes. Elle est compatible aussi avec une explication mécaniste de la science, ou alors une forme de laïcisation qui englobe le scepticisme de Bayle face à la superstition, qui fera aussi florès parmi les philosophes des Lumières. Tout ça pourrait faire de Feuerbach un héritier doué, d'une plume acérée, mais pas très original finalement. Feuerbach conçoit que c'est l'homme qui crée Dieu, ou les dieux, et que ces derniers ne sont que la matérialisation de leur conception de leur propre humanité. À partir de son Dieu, tu connais l'homme, et inversement, à partir de l'homme, son Dieu, les deux n'en font qu'un. Tel Dieu, tel homme. Ça, c'est la spécificité de Feuerbach. À ceci près que l'homme prête à Dieu ce qu'il retire à l'homme, par exemple ses qualités supérieures, telles que la volonté, l'intelligence et l'amour. C'est ce que l'on trouve tout au début de l'essence du christianisme. Il faut, pour comprendre cette projection, distinguer l'homme au sens d'individu et l'essence ou le genre de l'homme. L'homme avec un grand H, la totalité de l'individu. L'homme confond dans cette projection la limite de l'individu, sa finitude, et les érige en limite du genre. Il pose donc les qualités du genre qu'il ne reconnaît pas en tant que tel, comme dans un autre, transcendant, non humain, Dieu. Et finalement, c'est ça la spécificité de Feuerbach, c'est d'identifier ce Dieu personnel comme, en fait, la réalisation transcendante, hors de nous, du genre humain. Pour le dire autrement, je cite à nouveau l'essence du christianisme. De même que l'activité artérielle conduit aux extrémités le sang que l'activité veineuse ramène, de même que la vie consiste en une systole et une diastole continuelle, de même dans la religion. Dans la systole religieuse, l'homme expulse de lui-même sa propre essence, il se chasse, se rejette lui-même. Dans la diastole religieuse, il reprend dans son cœur l'essence expulsée. Dieu est le seul être agissant par lui-même, actif en lui-même. Tel est l'acte de la force de répulsion religieuse. Dieu est l'être qui agit en moi, avec moi, par moi, sur moi, pour moi, le principe de mon salut, de mes bonnes pensées et actions, par la suite sur mon bon principe et mon essence. Tel est l'acte de la force d'attraction religieuse. Bref, la conscience de Dieu est la conscience de soi de l'homme. C'est au passage aussi ce qui distingue chez Feuerbach, l'homme de l'animal. Seul l'homme a conscience du genre.
L'homme se réapproprie peu à peu cette dernière, son genre, car l'homme, tel est le mystère de la religion, objective son essence. Alors, essence ou genre, on peut l'utiliser à ce moment-là de façon synonyme. Puis à nouveau fait de lui-même l'objet de cet être objectivé, métamorphosé en un sujet, une personne, un Dieu personnel. L'homme se réapproprie donc progressivement son essence au travers un Dieu qui devient homme-Dieu, en l'occurrence, là où nous en sommes au XIXe siècle en Allemagne, ce Dieu du protestantisme, car le protestantisme ne s'attache plus à un Dieu en soi, mais au travers de la christologie uniquement à ce qu'est Dieu pour l'homme. C'est une distinction entre le protestantisme et le catholicisme notamment. Ce que je viens d'exposer, extrêmement rapidement, trop rapidement sans doute, pour vous laisser en apprécier l'originalité et le détail, est le premier niveau de lecture de la critique de la religion de Feuerbach. Critique de l'aliénation en Dieu des qualités humaines, projection du genre humain en un individu transcendant et infini, ce qui en soi était une contradiction qu'il avait déjà dénoncée dans les pensées sur la mort et l'immortalité, le fait de projeter des qualités infinies dans un être, dans un individu. Ce qui ressort toutefois de cette courte présentation, mais aussi de la division de l'essence du christianisme en deux parties, une essence authentique, c'est-à-dire anthropologique, partie la plus longue de l'ouvrage, même si ce n'est pas nécessairement celle-là à laquelle on se réfère le plus, et une essence inauthentique, c'est-à-dire théologique de la religion, c'est que Feuerbach, et c'est peut-être là son originalité la plus grande, ne réduit pas la religion à un ensemble de superstitions qu'il faudrait dépasser grâce à la raison, comme le proposaient les rationalistes des Lumières, ou bien d'élever la religion au stade du concept. Non, bien au contraire, ce que propose Feuerbach, c'est une herméneutique de la religion, une interprétation des représentations religieuses pour accéder, in fine, à l'essence de l'homme, au genre humain. Donc la religion n'est pas un non-sens, c'est pas uniquement un ensemble de superstitions, d'irrationalités, ça ne se réduit pas à de rêves enfantins qui continueraient à l'âge adulte. À partir de là, que peut-on dire du rapport de Marx à Feuerbach ? D'abord, ce rapport de Marx à Feuerbach, il est lu particulièrement par Althusser. Et pour qui s'intéresse particulièrement à Feuerbach, ce rapport de Marx à Feuerbach lu par Althusser, c'est à la fois la planche de salut et le point d'achoppement de toutes les difficultés. C'est la planche de salut parce qu'on doit l'accès à Feuerbach en langue française à Althusser, à sa traduction des textes des années 40, édités sous le titre des Manifestes philosophiques, ou alors à la traduction par Jean-Pierre Rosier de l'essence du christianisme, sachant par là que Jean-Pierre Rosier est un élève de Althusser. Je dis que c'est par eux qu'on accède aux textes de Feuerbach, parce que c'est les textes traduits qui ont un niveau de scientificité relativement élevé. Si on remonte plus loin, et aux traductions notamment de Roy, qui sont contemporaines de Feuerbach, on voit une tendance à couper les répétitions multiples et variées de l'œuvre de Feuerbach. Ces répétitions existent, mais les critères de traduction ne sont pas tout à fait les mêmes au XIXe siècle et dans les années 60 au XXe. Donc cet accès à Marx, il est réel et on le doit effectivement à Althusser et à Rosier, mais il n'en est pas moins paradoxal. Il est paradoxal car il ne s'agissait moins, par ces traductions, de montrer l'importance de la philosophie de Feuerbach que de permettre de mieux comprendre le développement philosophique de Marx. Donc, clairement, on traduit Feuerbach et on lit Feuerbach pour comprendre Marx. Je cite Althusser, dont seule note de traducteur au manifeste philosophique pour justifier son choix de texte dans la période de 1839 à 1845, c'est-à-dire la période où où Feuerbach est censé être révolutionnaire et qui est aussi la période qui précède de quelques années la révolution de 1848. Althusser dit, je cite, « C'est à cette période que je me suis arrêté, estimant qu'il convenait de revenir d'abord d'un auteur qui représente un mouvement historique, des textes mêmes qui ont préparé et fixé son intervention dans l'histoire.
Il va de soi que ces textes ne répondent pas à toutes les questions théoriques qu'ils posent, et que dans ce projet limité, j'ai dû prendre le parti de ne pas mentionner les réponses que Feuerbach lui-même devait leur donner par des textes ultérieurs. Je me suis proposé non de représenter l'itinéraire spirituel de Feuerbach, mais de permettre l'intelligence du sens théorique de son intervention dans les années décisives de la crise du mouvement jeune hegelien. C'est donc en tant que représentatif d'un moment historique que Althusser va s'intéresser à Feuerbach. Et il s'y intéresse pour cette raison que c'est à ce moment qui a, je cite à nouveau, été le lieu de naissance de la pensée de Marx, et il ajoute « On sait que les œuvres de jeunesse de Marx et d'Engels sont devenues depuis 25 ans un champ de bataille de l'interprétation du marxisme, du moins en France et en Italie. Or, il suffit de lire attentivement les textes marxistes antérieurs à l'idéologie allemande pour apprécier le rôle capital des thèmes feuerbariens dans la pensée marxiste des années 1842-1845. J'espère que les textes de Feuerbach permettront une meilleure compréhension des œuvres du jeune Marx, voire l'éclaircissement de certaines difficultés théoriques. » Ces traductions et études s'inscrivent donc dans une lecture althussérienne de Marx et sa fameuse coupure épistémologique. Alors Jean Salem vous en a parlé, je crois, avant moi, à la dernière séance qui avait eu lieu, mais je vais quand même devoir vous en toucher 2 mots pour mieux quitter cette rive et mieux aborder celle des dernières recherches en matière de marxisme et de jeune hegelianisme, car ces dernières connaissent depuis quelques années un renouveau dont j'essaierai de vous donner, chemin faisant, quelques aperçus. Donc ce que je me propose de faire, c'est de restituer brièvement la question du Marx feuerbarien dans une problématique althussérienne et autour de la notion d'aliénation, et ensuite de critiquer cette supposée filiation directe entre Feuerbach et Marx, en tout cas du jeune Marx. Et puis je tenterai de montrer que si Marx a été lecteur de Feuerbach, ce n'est pas tant à cause de la question de l'aliénation que du traitement et du sort réservé à la question de la religion dans les années 40 et le mouvement des jeunes hegéliens qui ont fait l'intérêt justement de Feuerbach pour Marx. Alors un Marx feuerbachien, point d'interrogation, les enjeux d'une question. Qui n'a jamais lu une ligne de Feuerbach a au moins entendu parler des thèses sur Feuerbach de Marx. Enfin, texte, c'est une façon de parler. Il conviendrait mieux de parler de notes, de brouillons, de notes exhumées par Engels, bien tard, c'est-à-dire en 1888, pour des thèses qui sont censées avoir été écrites en 1845, et dont les interprétations diverses ont donné lieu à nombre de querelles et polémiques au sein du marxisme. Sans rentrer dans ces dernières, leur simple mention suffisait à montrer l'importance théorique qu'avait eue à un moment donné la pensée de Feuerbach pour Marx, pensée avec laquelle il avait réglé ses comptes dans ses thèses, tout comme Engels dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, où il avait lui-même éprouvé le besoin tardivement de revenir sur le développement intellectuel conjoint et l'importance qu'avait joué Feuerbach dans le dit développement, et puis leur abandon de cet humanisme si peu pratique. Le propos pourrait se résumer à « nous avons tous été feuerbachiens et nous avons tous cessé de l'être en grandissant », ne gardant qu'une nostalgique affection pour notre enthousiasme passé, comme l'on retourne avec attendrissement sur ses croyances passées. Et effectivement, c'est presque de cet ordre-là, puisque Engels dit dans Ludwig Feuerbach, il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour s'en faire une idée, l'enthousiasme fut général, nous fûmes tous momentanément des Feuerbachiens. Donc ce qui va jouer un rôle là, ça va être le terme précisément momentanément. Pourquoi ce moment ? Pourquoi un moment feuerbachien ? Cette lecture a pour avantage de permettre sans difficulté ce qui sera par la suite la lecture d'Althusser et donc de la théorie de la coupure épistémologique de Marx. M'arrêtant plus sur ce point, c'est donc au manuscrit de 44 que je m'intéresserai particulièrement et à la question du sens de l'aliénation qui se pose avec plus d'acuité et qui permet, pour peu qu'on veuille bien affronter cette difficulté, de déterminer plus précisément la cartographie intellectuelle des jeunes hegéliens. Ces textes des manuscrits de 44 ont donné lieu à de nouvelles lectures et interprétations sur lesquelles je m'appuie bien volontiers aujourd'hui.
Je pense notamment aux travaux d'Emmanuel Renaud et de Jean-Christophe Angot à l'ENS Lyon, aux travaux de Stéphane Habert à Nanterre ou de Frank Fischbach à Nice. Ces derniers ont commis il y a quelques années un ouvrage collectif, Relire les manuscrits de 1844, renouvelant les travaux sur ces textes et que je vous conseille fortement. Mais rentrons dans le vif du sujet et de cette lecture althusserienne dont il convient de se déprendre si l'on veut atteindre la substantifique moelle feuillerbarienne. Quelle est-elle ? En quoi consiste ? Ou plutôt, elle consiste dans le fait de considérer un jeune Marx encore rempli de la philosophie de Feuerbach et dont il se départirait une fois atteint une certaine maturité intellectuelle. Cette filiation est elle-même le résultat de deux lectures, internes et externes, et si l'on peut dire une lecture interne, car Engels et Marx n'ont jamais renié avoir été feuillerbariens, donc ça ne tombe pas de nulle part de se poser la question de savoir si Marx a été feuillerbarien, eux-mêmes l'ont avoué. Les ouvrages tels que Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, dont nous avons déjà parlé, la première partie de l'idéologie allemande, consacrée à Ludwig Feuerbach, se justifient par la nécessité pour eux de se mettre au clair dans leur propre discours et donc dans leur rapport à Feuerbach. De l'aveu même des premiers intéressés, il y a donc bien un lien philosophique entre Feuerbach et eux. Et pour reprendre une chronologie qui ne serait pas forcément celle d'Althusser, mais qui s'en rapproche, et qui serait celle de Pierre Macheret, on peut dire, ou on pourrait dire, pour partir d'une base quelconque, que Marx est totalement feuerbarien de 43 à 45, que son influence ne fait pas réellement de doute pour les textes publiés dans les annales franco-allemandes, tels que l'introduction à la critique du droit de Hegel et la question juive, que Marx use encore de Feuerbach dans les manuscrits 44 et dans la Sainte Famille, 44-45, mais avec déjà plus de réserves, et que c'est avec l'idéologie allemande, 45-46, et les thèses sur Feuerbach, 45-47 à peu près, que la rupture est définitivement consommée. Ce sera à peu près notre chronologie possible. Et puis il y a une lecture externe, celle établie cette fois par Althusser, où le découpage renvoie à une période philosophique qui fait, pour reprendre les mots de Jean-Christophe Angot, coïncider la relation de Marx au champ philosophique avec son rapport à Feuerbach, et puis une période scientifique, celle du matérialisme historique, où Marx ne serait plus feuerbarien. Que Marx est, comme d'autres, de sa génération de jeunes hegéliens, c'est-à-dire qu'il est usé de la philosophie de Hegel à des fins pratiques, qu'il ait attaché plus d'importance à ses potentialités révolutionnaires plutôt qu'à la logique du système hegélien, soit. Que nombre de ses camarades, et même plus que d'autres encore, Marx ait reconnu par la suite l'importance de Feuerbach pour se déprendre de la philosophie du maître Hegel, nous pouvons encore comprendre, puisqu'il l'affirme, je cite les manuscrits de 44, Feuerbach a renversé radicalement la vieille dialectique et la vieille philosophie. Feuerbach est le seul qui ait eu une attitude sérieuse, critique à l'égard de la dialectique hegélienne, le seul qui ait fait de véritables découvertes dans ce domaine. Bref. Mais cela suffit-il pour autant à faire du jeune Marx un feuerbarien ? C'est là ce qu'il convient de mettre en question. Et cette question est double. Y a-t-il une période limitée qui serait philosophique et qui serait par suite dépassée pour laisser la place à une période scientifique ? Et est-ce que cette première période, si elle existe, est bien une période feuerbarienne ? Mais prendre les choses de cette façon nous fait courir le risque d'aller trop loin et de nous inscrire à nouveau dans un dépeint interminable, une scène jouée et rejouée, bref, pour ou contre une lecture althusserienne de Marx, qui a quand même occupé grand nombre de gens s'occupant du marxisme pendant 30 ans, pour ou contre Althusser. On en est souvent encore là. Donc, à défaut de trancher très temporairement la question d'un Marx plus ou moins philosophe, tranchons au moins celle de son rapport à Feuerbach. Quels sont les textes incriminés ? La période dite feuerbarienne correspondrait, selon la coupure épistémologique de Althusser, à la période qui prend fin avec les manuscrits de 44. Ces derniers seraient donc les derniers textes feuerbariens de Marx, puis viendrait la coupure marquée par les thèses sur Feuerbach et les textes de la Sainte Famille et de l'idéologie allemande. Donc, si la question d'un Marx feuerbarien se pose, elle se pose particulièrement pour les manuscrits de 44 eux-mêmes.
ou certains textes qui précèdent, tels que les manuscrits de Kreuznach ou la critique du droit hegelien. Mais de ces textes, ce sont les manuscrits de 44 qui ont la réputation d'être les plus feuillerbariens. 2 raisons à cela, dont l'interprétation commune. 1, l'omniprésence du vocabulaire lié à l'aliénation. 2, la transposition supposée d'un dispositif d'analyse. Marx appliquerait à l'économie politique l'analyse que Feuerbach fait des religions et de la philosophie. Ces 2 raisons peuvent apparaître à bon droit douteuses. D'abord, que signifie la transposition d'une analyse à un autre domaine ? La critique de la religion, par exemple, n'est pas un pan accessoire de la philosophie de Feuerbach. Elle en est le centre, la matrice, ce à quoi elle ne cesse de revenir. Sa question principale, fondamentale chez Feuerbach, c'est la question de la religion. On peut donc douter que les éloges ou commentaires laudatifs de Marx à l'égard de Feuerbach suffisent à faire des manifestes de 44 un texte d'influence feuerbarienne, au sens strict du terme. Mais plus encore se pose la question de l'aliénation. Cette dernière est censée faire référence à la critique feuerbarienne de la religion. Or, le moins que l'on puisse dire est que la chose ne va pas de soi. Si le terme d'aliénation fait signe vers la philosophie de Feuerbach, il devrait donc logiquement être propre à ce dernier et d'un usage absolument clair et évident. Or, le problème réside dans le fait que Marx use bien plus de ce terme que Feuerbach lui-même, y compris sous la double acceptation de Entäußerung et d'Entfremdung, comme le fait justement remarquer Jean-Christophe Angot. Si le français ne connaît qu'un mot, aliénation, qui désigne le plus souvent perte ou abandon d'une faculté ou d'un bien, l'allemand différencie entre 2 termes que nous traduisons habituellement, nous, par un seul, aliénation. Le premier, Entäußerung, a une connotation plus juridique et doit sa postérité philosophique notamment au principe de la philosophie du droit de Hegel. Il s'agit d'un contrat aliénation qui concerne la propriété d'une chose. Ainsi, je cite le paragraphe 73 des principes de la philosophie du droit. Non seulement je peux me défaire, mich entäußern, je suis désolée de passer par l'allemand, mais c'est pour vous faire sentir la différence entre les 2 termes à chaque fois. Non seulement je peux me défaire, mich entäußern, de ma propriété comme d'une chose extérieure, äußerlichen, mais encore je suis logiquement obligé de l'aliéner, entäußern, en tant que propriété, pour que ma volonté devienne exigence objective pour moi. Mais à ce point, ma volonté comme aliénée, entäußert, est du coup une autre. Dans ce cas, l'Entäußerung désigne le dessaisissement volontaire d'une chose, au sens d'une chose négociable, échangeable, telle que dans le commerce, mais pas dans le domaine éthique ou politique. Par contrat, je me défais d'une chose, elle devient chose d'une autre volonté. Mais le sens n'est pas purement négatif, car par ce dessaisissement volontaire, j'atteste aussi de ma maîtrise sur cette chose. Je m'en dessaisis. L'Entäußerung a donc un sens ambigu, à la fois de dépossession et de maîtrise. Dans sa signification allemande, äußer, c'est pour ça que mon passage par l'allemand n'était pas gratuit, Veräußerung, Entäußerung signifie extériorisation, le fait de se défaire de quelque chose. Il en va autrement avec le 2e terme, d'Entfremdung, basé sur le radical fremd, et qui signifie ce qui est étranger. Il désigne plutôt la scission, la perte et l'éloignement. Toujours chez Hegel, c'est au début de la section B du chapitre 6 de la phénoménologie de l'esprit que l'on retrouve les 58 occurrences d'Entfremdung, Entfremden, soit plus des 3/4 des occurrences du terme, et qui désigne alors plutôt le fait de se rendre étranger à. L'Entfremdung sert à exprimer l'activité de l'esprit en tant qu'absolu, qui s'avère à lui-même comme sujet. Pour le dire avec Frank Fischbach, se réaliser et se connaître soi-même comme sujet, c'est pour l'absolu nier son identité immédiate, c'est sortir de soi et courir le risque de devenir étranger à soi. Être sujet, c'est être soi jusque dans son autre. Je viens de vous citer là un extrait de transformation du concept d'aliénation que l'on trouve dans les théologies politiques à l'époque du Vormärz. Fischbach différencie aussi les différentes exceptions du terme d'aliénation chez Hegel, Feuerbach et Marx, et met en exergue que si Feuerbach, Moses Hess et Marx ont une chose en commun, c'est l'usage des 2 termes allemands que l'on traduit par aliénation. Mais cette ambiguïté a 2 défauts.
Tout d'abord, elle incite à croire que le concept d'aliénation ne serait pas précis, puisque par exemple chez Feuerbach, on va trouver, quand on le trouve, parfois les deux termes. Ensuite, cette ambiguïté serait le fruit de l'héritage feuerbachien. En effet, le concept d'aliénation serait repris par Moses Hess, puis par Marx. C'est-à-dire que le passage se ferait par l'intermédiaire de Moses Hess. Hess aurait appliqué le concept théorique d'aliénation de Feuerbach dans le domaine pratique, par exemple dans le texte « L'essence de l'argent ». Cependant, contrairement à ce qu'affirme Frank Fischbach dans l'article « Activité, passivité, aliénation, une lecture des manuscrits de 44 », qui est trouvable dans Actuel Marx 2006, il semble difficile de soutenir que Feuerbach hérite à proprement parler du terme d'aliénation de Hegel. Comme nous l'avons montré, les concepts d'aliénation sont chez Hegel extrêmement précis et relèvent d'une sphère spécifique. Au mieux, nous pouvons dire que le concept feuerbachien d'aliénation est dérivé de l'aliénation hegelienne, mais l'on voit dès à présent le danger que l'on prend à vouloir reconstruire des filiations philosophiques au risque de plier le sens des concepts qui n'ont pas le même sens chez les uns ou chez les autres. Il ne suffit pas qu'un même terme, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une traduction, se retrouve chez différents auteurs pour que l'on puisse en conclure qu'il s'agit d'un héritage ou d'un simple glissement de sens. Qu'en est-il chez Marx ? Le concept d'aliénation est central dès le premier manuscrit de Marx, un premier des trois manuscrits de 44, et il concerne alors, comme le souligne Frank Fischbach, les conditions d'enrichissement de la société. L'aliénation se caractérise alors de trois façons. Les produits du travail sont majoritairement retirés aux travailleurs. Sa propre activité lui devient étrangère. Elle est vécue comme une activité d'une autre pour un autre. Et enfin, les moyens de son activité, les conditions de son activité lui sont soustraites. Elles appartiennent à un autre que lui. Pour résumer avec Frank Fischbach, si dans l'aliénation du travailleur, le travailleur devient étranger aux produits de son travail et à son activité elle-même, et aux conditions de son activité, mais c'est dans cette description l'aliénation au sens d'étranger qui est mis en valeur. Il s'agit donc dans les trois cas d'une perte. Comment passe-t-on alors de Hegel à Marx ? Via Feuerbach. Toujours en suivant Frank Fischbach, Feuerbach permettrait un usage critique du concept d'aliénation, car il ne serait plus alors comme une affirmation de soi, mais plutôt comme ce qui empêche le sujet d'être soi. Mieux encore, cette question de l'aliénation serait le signe chez Feuerbach de l'aliénation de la négativité hegelienne, car, je cite, « L'aliénation n'est pas pour Feuerbach l'activité négative qu'un sujet exerce sur lui-même pour s'affirmer, ni sur un autre pour se l'approprier, elle est une situation négative dans laquelle se trouve un sujet empêché de s'affirmer. » Mais avec une telle différence conceptuelle, comment passe-t-on de Hegel à Feuerbach ? Suffit-il d'affirmer que la philosophie de Feuerbach réside dans un renversement de la philosophie de Hegel pour lier à ce point les différents concepts, pour les réduire à la transformation d'un seul et même? Il y a bien quelque chose que l'on traduit par aliénation religieuse concernant Feuerbach, ça c'est entendu, mais le problème est qu'il ne le fait pas lui-même. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire une recherche d'occurrence sur les deux termes, et ceux approchant, donc Entäußerung et Entfremdung. Ainsi, pour ne reprendre que l'essence du christianisme, l'œuvre centrale, majeure de Feuerbach, les mots de la famille d'Entäußerung n'apparaissent qu'une dizaine de fois, et moins d'une quarantaine pour la période qui nous occupe, c'est-à-dire les textes des années 40. Dans la critique de la philosophie de Feuerbach, Hegel, Feuerbach parle, non sans humour, de l'absence d'aliénation de Hegel lui-même, qui aurait manqué d'oublier l'idée absolue. Il dit que l'aliénation de l'idée n'est que feinte chez Hegel. Il ne s'agit à chaque fois que de l'aliénation de la pensée hegelienne, qui ne s'aliène jamais réellement dans son autre, qui ne remet jamais en cause sérieusement en partant de ce qui n'est pas elle ou de ce qui la nie. Dans l'essence du christianisme, on retrouve un sens déjà plus proche, avec Dieu qui s'aliène en l'homme et qui se dépossède de sa divinité. C'est sans doute plus dans les thèses provisoires que le concept est le plus précisément utilisé. Je cite la 14e thèse. De même que la théologie commence par scinder et aliéner l'homme
pour réidentifier ensuite avec lui son essence aliénée. De même, Hegel commence par fragmenter et disperser l'essence simple, identique à soi de la nature et de l'homme. La même chose se produit avec Entfremdung et les mots de la même famille. Une dizaine d'occurrences dans l'essence du christianisme, même des sens très divers comme devenir étranger à, dans le chapitre sur le mystère de la résurrection, dans la première partie par exemple, plus l'homme devient étranger à la nature, sich der Natur entfremdet. Il ne s'agit pas alors de devenir étranger à soi, mais de se séparer, de se défaire de quelque chose. Il en va de même dans la deuxième partie de l'ouvrage, dans le chapitre « Contradiction dans la Trinité ». C'est seulement dans la représentation de la personnalité que la personnalité humaine s'aliène, sich entfremdet, ses propres déterminations. Dans les thèses provisoires ou dans les principes, s'il n'y a qu'une seule occurrence à chaque fois, c'est toujours avec le sens de séparer, distinguer. Par exemple, dans les thèses provisoires, thèse 20, en fondant son système tout entier sur les actes d'abstraction, la philosophie de Hegel a aliéné l'homme à lui-même. Presque à chaque fois, c'est la forme verbale et non la forme nominale qui est utilisée, rendant douteuse l'existence réelle du concept d'aliénation, correspondant à l'Entfremdung ou à l'Entäußerung hegelienne, ou bien à leur reprise par Marx, puisqu'ils s'y trouvent très peu et rarement dans les textes clés de Feuerbach. En fait, leur présence se situe plutôt lors des références à la philosophie de Hegel. Un deuxième argument qui joue contre la transmission telle quelle de ces concepts serait paradoxalement la conception althussérienne de la coupure épistémologique. Si ce concept d'aliénation provenait au moins en partie de Feuerbach, il devrait se trouver en bonne place dans les manuscrits de 1944 et disparaître lors de la deuxième période, c'est-à-dire celle du Marx de la maturité, suivant la conception althussérienne. Or, si l'aliénation tient une place prépondérante dans les manuscrits de 1944, elle ne disparaît pas dans le Capital ou dans les textes plus tardifs, de la fin des années 50 ou des années 60. La théorie de la plus-value, par exemple, en fait grand usage. Et Lucien Sèvres, dans son ouvrage « Aliénation et émancipation », en relève jusqu'à 82 occurrences. Et pour ne prendre que cet exemple de la théorie de la plus-value, je cite, « Les effets des choses en tant que moment objectif du process de travail leur sont attribués dans le capital, comme si elles le possédaient dans leur personnification, leur autonomie vis-à-vis du travail. Elle cesserait d'avoir cet effet si elle cessait de se comporter à l'égard du travail sous cette forme aliénée, entfremdeten Form. » De ce point de vue, nous pouvons nier la transmission de concepts, qu'elle soit directe, Hegel, Feuerbach, Marx, ou bien qu'elle soit médiatisée entre Feuerbach et Marx par Hess, comme le soutient par exemple David Wittmann. Toutefois, il y a bien quelque chose qui, sans être le renversement direct et anthropologique de la philosophie de Hegel, correspond bien à ce qui est convenu de nommer par tradition l'aliénation religieuse de Feuerbach. Quelque chose qui permette de comprendre ce jugement laudatif de Marx, qui, dans l'introduction de la contribution à la critique de Hegel, malgré une certaine distance, reconnaissait que la critique de la religion, premier stade de toute philosophie, était achevée par Feuerbach. Pour comprendre cela, il faut se pencher plus avant sur l'essence de la religion, c'est-à-dire le chapitre 2 de l'introduction de l'essence du christianisme, et sur la distance entre l'image d'un Feuerbach athée, puisqu'on en fait généralement le père de l'humanisme athée, et la valeur qu'il reconnaît à la religion. Prenons ensuite de l'essence de l'homme en général, qui définissait l'homme comme être intrinsèquement religieux. Le premier chapitre, l'essence de la religion en général, étudie le rapport de l'homme à la religion et définit cette dernière. Ce chapitre est primordial dans l'économie de l'ouvrage, d'abord parce qu'il en donne l'orientation générale, mais aussi et surtout parce qu'il insiste sur certains points souvent déniés de la philosophie de Feuerbach, notamment l'évolution historique de la religion, et partant de la conscience de soi, de l'homme, mais aussi de l'affirmation de l'importance de l'activité humaine. Feuerbach commence par distinguer deux types d'objets dans la conscience humaine, les objets sensibles et les objets religieux. Les premiers sont des objets extérieurs, indifférents, indépendants de la représentation que l'on s'en fait.
Les seconds, en revanche, les objets religieux, sont des objets intérieurs, c'est-à-dire des objets choisis, visés par la conscience. Ils sont le fruit d'un jugement critique, car tous les objets ne deviennent pas des objets de la conscience religieuse. Je cite l'essence du christianisme, page 129. « Telle est la pensée de l'homme, tels ses sentiments, tels son Dieu. Autant de valeurs possède l'homme, autant et pas plus son Dieu. La conscience de Dieu est la conscience de soi de l'homme, la conscience de Dieu est la conscience de soi de l'homme, la connaissance de Dieu est la connaissance de soi de l'homme. À partir de son Dieu, tu connais l'homme, et inversement, à partir de l'homme, son Dieu. Les deux ne font qu'un. » Et Feuerbach, étant un peu farceur, dans un livre qui s'appelle lui aussi L'essence de la religion, avait poussé la comparaison en disant que si un oiseau avait les animaux n'ont pas de conscience de genre, donc n'ont pas de religion, mais si les oiseaux avaient une religion, ce serait un être ailé, pour dire que le renvoi de l'un à l'autre. La conscience de Dieu et la conscience de soi de l'homme sont donc une seule et même conscience, à ceci près que l'homme religieux n'a pas conscience de cette identité. L'objet religieux est alors un accès inconscient de l'homme à lui-même par l'intermédiaire de la religion. L'objet religieux se rapporte à sa propre subjectivité. De ce fait, Dieu est un produit de fabrication humaine et l'on comprend alors que le but de l'essence du christianisme est de dévoiler le mécanisme d'élaboration de l'objet religieux. Il s'agit de montrer le fondement anthropologique de la religion. Cette conscience de soi de l'homme suit le schéma suivant. Il y a d'abord, comme nous l'avons vu, un mouvement d'extériorisation où l'homme objective son essence et dans un être particulier, Dieu, puis il se rapproprie son essence. C'était la fameuse systole-diastole dont je parlais tout à l'heure. Mais cette réappropriation s'effectue dans le temps. Feuerbach nous présente alors une histoire de la religion comme progrès au sens d'un approfondissement progressif par l'homme de sa connaissance de soi. Pour reprendre les mots de Philippe Sabot, dans L'essence du christianisme, introduction, chapitre 2, il y a une richesse qui est dissimulée à l'homme en Dieu, par l'homme lui-même qui se cache ainsi à lui-même sa propre essence, et que l'homme doit se réapproprier au cours de l'histoire de l'humanité, tout autant que dans l'histoire de sa propre existence. L'histoire de la religion est donc une évolution et une prise de conscience progressive. À chaque nouvelle religion, l'homme remet en cause ce qu'il avait cru jusque-là. Cependant, ce progrès, au sein même de la religion, a une limite qui n'est pas temporelle, mais qui est due à la religion elle-même. En effet, si la religion considère sans difficulté les représentations des religions passées comme parfaitement subjectives ou comme une forme d'idolâtrie, cette critique ne l'atteint jamais elle-même. Ce n'est donc pas la tâche de la religion, mais plutôt celle de la philosophie, de montrer qu'il n'y a pas réellement d'opposition entre le divin et l'humain, et que la religion n'est qu'une forme d'expression de la distance qu'il y a entre l'essence humaine et l'individu humain. Dans le cas de la religion chrétienne, cela s'exprime par l'objectivation de l'essence de l'homme dans un être particulier, mais séparé des limites de l'homme individuel. Autrement dit, l'on prête à un individu particulier les déterminations du genre ou de l'essence humaine, mais sans les limites qui caractérisent pourtant cet individu. Cette identité entre le sujet et le prédicat apparaît plus clairement dans le temps. L'identité du sujet et du prédicat, je cite là toujours Philippe Sabot, l'identité du sujet et du prédicat s'éclaire au mieux par le processus de développement de la religion qui est identique au processus de développement de la culture humaine. Aussi longtemps qu'à l'homme revient le prédicat d'homme simple et primitif, aussi longtemps son Dieu est-il un Dieu simplement primitif, avec l'élévation de l'homme de l'état de grossièreté et de sauvagerie à la culture, avec la différenciation entre ce qui convient à l'homme et ce qui ne lui convient pas, naît en même temps la différence entre ce qui convient à Dieu et ce qui ne lui convient pas. Le christianisme est le fruit d'un processus. Un homme primitif au début de son développement correspond à un Dieu primitif. Moins l'homme est primitif, moins l'est son Dieu. Ceci est la conséquence logique de l'affirmation de Feuerbach en début de chapitre. À partir de son Dieu, tu connais l'homme, et inversement, à partir de l'homme, son Dieu, les deux ne font qu'un. Ce qu'ajoute le passage ci-dessus, c'est que l'homme apprend progressivement ce qui convient à sa nature et à son essence. La prise de conscience de l'homme de lui-même s'effectue donc au cours d'un développement historique et de la religion et de l'homme. Lors de ce processus, la religion nouvelle considère les précédentes comme purement subjectives et prennent pour de l'idolâtrie le fait que l'homme ait alors adoré sa propre essence, sans voir que c'est le propre d'une religion
et qu'elle ne fait pas exception à la règle, que plus encore elle ne l'exprime elle-même que mieux, puisque dans la religion, tout progrès est par suite un approfondissement de la conscience de soi. La dernière religion représente donc nécessairement un progrès par rapport aux religions précédentes. Prenons l'exemple des dieux grecs ou germaniques, Feuerbach montre que la religion exprime ce qui est considéré comme ayant une valeur suprême ou divine. Par exemple, la force physique est une valeur en soi et pour soi, divine, très élevée pour les Grecs. Zeus est donc le plus fort des dieux. Bref, ce qui est important dans le rapport sujet-prédicat en Dieu, ce n'est pas tant Dieu que ses qualités et ses déterminations. Ce sont elles les véritables objets de la religion et leur caractère divin ne fait qu'énoncer leur importance pour l'homme. Lorsque l'on dit que Dieu est amour, sagesse ou justice, ces qualités prêtées à Dieu n'ont pas de valeur parce qu'elles sont liées à lui, mais en ont une intrinsèquement. Ce sont les qualités qui déterminent Dieu et non l'inverse. Par suite, la négation de Dieu ne suffit pas à nier la valeur de ces qualités. C'est donc le prédicat qui est déterminant, qui est premier. La difficulté tient cependant à ce que les religions monothéistes, Dieu n'est pas le substrat d'une seule qualité, mais de plusieurs, et qu'elles peuvent être contradictoires. En fait, les religions, de manière générale, déifient tout ce qui touche l'homme, y compris les éléments naturels, quand il s'agit de religions païennes. Les chrétiens ont fait de même, mais avec des phénomènes intérieurs. Ils ont élevé au rang de divin leurs sentiments. Mais le Dieu chrétien est une plénitude infinie d'attributs divers, ce en quoi il semble dépasser l'homme, qui serait plus limité. L'une des difficultés réside dans le fait qu'une infinité d'attributs puisse être attribuée à un unique individu, Dieu. L'homme, aussi, a une infinité d'attributs, mais précisément ces derniers s'expriment au travers d'une infinité d'individus. Et c'est cela, finalement, le genre humain, l'essence humaine, c'est une infinité d'individus. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui transcende les individus, c'est quelque chose qui appartient au propre à l'infinité de ces individus. À la totalisation de ces qualités qui est en perpétuel devenir. C'est une réalisation sans fin. Pour citer à nouveau l'essence du christianisme, le mystère de la plénitude inépuisable des déterminations divines n'est donc rien d'autre que le mystère de l'essence humaine. En tant qu'elle est infiniment variée, infiniment déterminable, mais aussi pour cette raison précisément en tant qu'être sensible. C'est seulement dans la sensibilité, dans l'espace et le temps, qu'a sa place un être infini, réellement infini, riche de détermination. Il faut donc pouvoir concevoir différemment prédicat en un seul être, sans qu'il y ait pour autant contradiction. Or, que se passe-t-il quand le substrat des qualités est unique ? Un seul et même individu peut avoir de nombreuses qualités différentes, poussées au plus haut degré de perfection, mais pas en un même temps. C'est donc le temps, et non la dialectique hegélienne, qui unit les oppositions, les contradictions, en un être un et unique. Or, la présence de la totalité des qualités en Dieu, sans médiation du temps ou du fini, fait de cette représentation une pure imagination, c'est-à-dire le fait de considérer un individu sans les déterminations d'un individu, finitude, inscription dans le temps et l'espace. Du reste, cette infinitude des prédicats, ce sont ceux qui expriment l'illimitation et l'absence de finitude que l'on prête prioritairement à Dieu, la toute-puissance, par exemple. Je suis en train de voir. Oui, si je... Non, ça dépend juste sur ce que je mets en avant ou pas, en fait. À partir du moment... À partir du moment où on voyait que les qualités principales de l'homme en tant qu'essence sont mises en Dieu, si l'homme est omniscient et omnipotent, évidemment, la difficulté de la chose est de faire perdre à l'homme lui-même, concret, réel, les qualités en question. C'est le phénomène que l'on retrouve dans la prière. C'est parce que je me sens impuissant, que j'ai besoin d'un Dieu omnipotent, que je vais prier
de réaliser quelque chose. C'est parce que je sens ma finitude et mon incapacité à l'égard du savoir et de la connaissance, et parce que je suis conscient de mon ignorance, que j'ai un Dieu omniscient. Donc, ce que l'on vient de déterminer de la connaissance, de la représentation que les hommes ont de Dieu, a pour conséquence de rendre l'homme lui-même avec des capacités limitées et de ne pas se reconnaître les qualités qu'il reconnaît en Dieu. Une première particularité avec le protestantisme par rapport au christianisme de manière générale, c'est-à-dire à sa version antérieure, à sa version catholique, a été, comme le dira Feuerbach dans les thèses provisoires, de ramener un certain nombre de ses qualités et de permettre à l'homme de se retrouver en partie. C'est ce qui est dû à la christologie et à l'attention qui est portée au Christ, c'est-à-dire à l'homme-Dieu, au Dieu-homme. En revanche, ça ne suffit pas pour permettre d'établir vraiment une capacité politique, c'est-à-dire d'une action réelle sur la société réelle dans laquelle on vit. Pour cela, il faut réussir à dépasser cette croyance aussi, y compris au niveau du protestantisme, et c'est la religion majeure à l'époque, en tout cas celle dans laquelle s'inscrit Feuerbach et ses contemporains au XIXe siècle, au sens de strate historique, au sens de niveau de conscience. Donc, je reviens au niveau de la nécessité d'une réforme de la philosophie, car c'est cela qui va fonder la nécessité d'une réforme de la philosophie. Une nouvelle philosophie, dit Feuerbach, surgit du même fond historique que celle qui la précède, est une chose. Mais une philosophie qui surgit d'une ère radicalement nouvelle de l'histoire humaine est tout autre chose. Une philosophie qui n'est que l'enfant du besoin philosophique, ça c'est par exemple la philosophie de Fichte par rapport à Kant, comment se détermine-t-on par rapport à tel philosophe précédent, est une chose, mais une philosophie qui répond à un besoin de l'humanité est tout autre chose. Il n'est qu'une réforme de la philosophie qui puisse être nécessaire et vraie. C'est celle qui répond à l'exigence de l'histoire présente de l'humanité. Feuerbach et ses contemporains sont à l'époque du Vormärz et ont conscience, donc le Vormärz c'est entre 1815, Congrès de Vienne, et 1848, la Révolution de 1848, et ils ont une conscience, quand on lit les jeunes hégéliens ou quand on lit les poètes de la jeune Allemagne, d'être à un moment de passage, de tournant, un moment d'une évolution rapide. On n'est pas tout à fait au bord d'un précipice, on est à la fin d'un ancien monde, au début d'un nouveau monde, on ne sait pas trop bien où on va. Mais à la fin, en tout cas, d'une époque, et cette époque culminait avec la théologie spéculative de Hegel et donc la théologie protestante. En quelques phrases, Feuerbach rapproche le développement historique, le besoin de l'humanité et la nécessité de la réforme de la philosophie. Notons au passage que, contrairement à ses contemporains, Feuerbach, lui, ne fera pas usage de Fichte pour mieux penser l'avenir. L'évolution et la réforme de la philosophie est le fruit de quelque chose qui est extérieur et qui dépasse la philosophie, c'est le besoin de l'humanité. C'est ce besoin humain qui va être cause de cette nécessité. La réforme de la philosophie sera nécessaire parce qu'elle correspondra à un besoin de l'humanité. Mais quel est-il ? Feuerbach se situe à l'intersection de deux principes philosophiques basés sur le besoin et qui se trouvent à la fin d'une ère, au début d'une autre. Ce que dit Feuerbach, c'est que sa philosophie est censée répondre à un besoin de l'humanité. Ce besoin de l'humanité est un besoin extra-philosophique. C'est là où on sort de la philosophie de Hegel. Ce besoin est quelque chose que l'on va chercher en dehors de la philosophie. Et c'est un besoin qui correspond au mode de vie, à la société qui l'entoure, à une société qui s'industrialise. Pour autant, Feuerbach ne va pas, contrairement à ce que feront Marx et Engels par la suite,
étudier cette situation. Il n'y a pas chez Feuerbach une critique ni réellement du droit, pas de doctrine du droit. Il n'y a pas d'études de critique de l'économie politique. Il y a des références à l'industrialisation, il y a des références au développement économique, mais de façon beaucoup plus superficielle et beaucoup plus légère. Donc, alors la question du coup est jusqu'où est-ce que je vais quand même ? Oui, mais j'aimerais... Certes, mais j'aimerais bien quand même retomber sur mes pieds. Et retomber sur mes pieds, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous passer un développement sur les jeunes hegéliens et leurs conditions de travail qui vous aurait permis de voir en quoi la société en question changeait. Ce que j'aurais voulu vous expliquer en 15 pages, mais que je vais vous résumer en 3 phrases, c'est grosso modo la chose suivante. Quand Feuerbach écrit dans les années 40, on est dans une situation allemande qui est un début d'industrialisation, avec un retard de l'Allemagne par rapport à d'autres pays, un retard vis-à-vis de l'Angleterre sur le plan économique et industriel, un retard vis-à-vis de l'activité politique par rapport à la France. On trouve une idée de cela dans la triarchie européenne de Hess ou dans de l'Allemagne de Heine aussi, qui en parle. Mais ces conditions, malgré tout, il y a un développement économique de l'Allemagne et le développement d'une certaine bourgeoisie intellectuelle. Ce développement technique n'a pas qu'un aspect léger ou anecdotique dans mon propos, car il permet notamment, avec le développement du chemin de fer, de développer un réseau, un maillage, chose que nous n'avons pas inventée avec Internet, mais qui déjà au XIXe siècle permettait de ne pas avoir une centralisation sur un certain nombre de villes, et qui permet un développement de la pensée des jeunes hegéliens, permettant aussi de passer outre la censure, puisqu'il est possible de changer de ville, d'échanger sans forcément se rencontrer. C'est ce qui fait que les annales, par exemple, les différentes annales fondées par Ruge ou par Marx, ont en général une durée de vie de 1 an. Ce qui ne les empêche pas nécessairement ni de fonctionner, ni d'avoir eu des textes qui sont arrivés jusqu'à nous, mais qui montrent quand même la rapidité, mais aussi l'instabilité de la chose. Sauf que ces jeunes hegéliens correspondent quand même à ce que j'ai dit de Feuerbach en début d'intervention, c'est-à-dire une société bourgeoise, intellectuelle, mais pas très liée finalement à l'économie du pays. Pour en donner une idée, lors de la Révolution de 1848, il y a le Parlement de Francfort. Le Parlement de Francfort est composé majoritairement de professeurs et d'instituteurs, comme députés. Et quand les députés ne sont pas professeurs ou instituteurs, ils sont avocats. Donc le monde économique, et à fortiori le monde ouvrier, en est relativement éloigné. Donc tout ça, ça donne la thématique de la critique de Feuerbach, quand Feuerbach va dire dans la préface à l'idéologie allemande, ces moutons qui se prenaient pour des loups, quand il va leur reprocher leur manque de concret et leur caractère idéologique, cette idée que ce sont les idées qui peuvent mener le monde ou au moins transformer ce dernier, c'est cela qu'ils visent finalement. C'est eux qu'ils visent. Alors, pour conclure, relativement rapidement, en ayant rayé de la carte une partie de ce que je voulais vous dire, si j'ai insisté sur finalement le caractère passif feuerbachien que ça a de Marx, il faut quand même dire pourquoi Marx.
Pourquoi Feuerbach? Pourquoi est-ce que Marx revient régulièrement sur Feuerbach? Pourquoi est-ce que Engels revient régulièrement sur Feuerbach? Pourquoi régler ses comptes avec Feuerbach 40 ou 50 ans plus tard? Deux réponses à cela, les acquis de Feuerbach et, ça c'est l'aspect positif, et l'aspect négatif, son influence sur le socialisme vrai. Les acquis de Feuerbach sont au nombre de 2, et quelle que soit l'influence de Feuerbach sur la formation du concept d'aliénation dans les manuscrits de 1944, rien ne remet en cause ces 2 points. 1. L'achèvement de la critique de la religion, rappelé en introduction à la contribution de la critique de la philosophie du droit de Hegel. Cette critique de la religion est la condition de toute critique. Cette critique de la religion a été accomplie par Feuerbach. Fermez le banc. Point 2. Il y a aussi le deuxième niveau de lecture qu'on avait vu, donc, qui concerne la philosophie elle-même et la formation des concepts, qui alimentera les textes des années 40, nommés les manifestes philosophiques par Althusser ou les manifestes et textes critiques du Vormärz par Alfred Schmitt, raison pour laquelle je voulais vous parler du Vormärz en tant que tel, donc de cette période particulière. Et donc cette critique de la religion qui s'achève sur la critique de la théologie spéculative, la critique de la philosophie moderne de Hegel. Ludwig Feuerbach critique donc de la même façon sur le plan religieux et sur le plan philosophique la perte de l'homme et de l'abstraction qui est faite de ses besoins, de sa corporéité, pour n'en laisser qu'une image abstraite, réduite à la conscience de soi. En ce sens, on peut dire que l'essence du christianisme est le point culminant dans l'œuvre de Feuerbach, après la critique de la philosophie de Hegel, de la sortie hors de la philosophie hegelienne, considérée comme théologie. Feuerbach il s'inscrit dans le processus de sécularisation engagé déjà par la philosophie moderne, auquel il reconnaît le mérite d'avoir peu à peu remplacé Dieu par la religion. Donc tout ça, de fait, est accompli, et il y a cette critique de la religion, il y a cette critique de la philosophie de Hegel, le fait, comme on l'avait vu au début de l'intervention, de couper avec le système hegelien, c'est-à-dire de couper avec la logique de Hegel, considérée elle-même comme théologie. Pour autant, ça ne nous donne pas le dernier point qui est, alors je vous passe dans la Sainte Famille les différentes occurrences où et Marx et Engels, et parfois Marx et parfois Engels, et les deux reviennent sur cette coupure avec le système hegelien, reviennent avec sur cette coupure. Mais pourquoi continuer quand même à devoir dire mais il faut que nous sortions de Feuerbach, il faut que nous expliquions notre rapport à Feuerbach pour une autre raison, qui est le socialisme vrai. Et le socialisme vrai, c'est quelque chose qui est défini dans les manifestes au Parti communiste de 1847. Qu'est-ce que le socialisme vrai? C'est peut-être ce dont Althusser avait peur en fait quand il critiquait le jeune Marx aussi, c'est un socialisme un peu dégoulinant. Lorsque Marx en parle dans le manifeste du Parti communiste, il dit la chose suivante: l'unique travail des littérateurs allemands, ce fut de mettre à l'unisson les nouvelles idées françaises et leur vieille conscience philosophique, ou plutôt de s'approprier les idées françaises en partant de leur point de vue philosophique. Ils se les approprièrent comme on fait d'une langue étrangère par traduction. On sait comment les moines recouvraient les manuscrits des œuvres classiques de l'Antiquité païenne d'absurdes légendes de saints catholiques. À l'égard de la littérature française profane, les littérateurs allemands, comprenez par là les jeunes hegeliens, procédèrent inversement. Ils glissèrent leurs insanités philosophiques sous l'originel français. Par exemple, sous la critique française du régime de l'argent, ils écrivirent « Aliénation de la nature humaine ». Sous la critique française de l'État bourgeois, ils écrivirent « Abolition du règne de l'universalité abstraite », et ainsi de suite. À la substitution de cette phraséologie philosophique au développement français, ils la baptisèrent « Philosophie de l'action »,« Socialisme vrai »,« Science allemande du socialisme »,« Justification philosophique du socialisme ». Le socialisme allemand proclama que la nation allemande était la nation exemplaire et le philistin allemand, l'homme exemplaire. Et ça, c'est l'une des critiques faites à Feuerbach et à ses
d'autres de ses contemporains jeunes hegéliens, c'est finalement de n'être pas sorti de la situation de l'Allemagne, de n'être pas allé voir ailleurs finalement ce qui se passera pour Marx et Engels, et de faire de l'homme bourgeois allemand du XIXe siècle le modèle de l'homme avec un grand H, du genre humain. À toutes les infamies, je reprends ma citation, de cet homme exemplaire, il donna un sens occulte, un sens supérieur et socialiste qui leur faisait signifier le contraire de ce qu'elles étaient. Il aura jusqu'au bout, s'élevant contre la tendance brutalement destructrice du communisme, et c'est là la difficulté, c'est que finalement ça empêche l'action politique alors que c'était censé y préparer. Il alla jusqu'au bout, s'élevant contre la tendance brutalement destructive du communisme et proclamant qu'il planait impartialement au-dessus de toutes les luttes de classe. À quelques exceptions près, toutes les publications prétendues socialistes ou communistes qui circulent en Allemagne appartiennent à cette sale et énervante littérature. Or, quel est le plus grand défenseur du socialisme vrai, de cette littérature socialisante, comme dit Marx avec un certain mépris? C'est Karl Grün. Et Karl Grün, qui est décrit par Engels comme un publiciste petit bourgeois allemand, n'est autre que l'éditeur des œuvres posthumes de Feuerbach et commentateur des œuvres de ces derniers. Et en fait, l'idée, c'est que la base qui permet cette espèce de socialisme dégoulinant, c'est de s'appuyer sur la critique de la religion et la conception de l'homme de Feuerbach. Donc après l'achèvement de la philosophie spéculative allemande et la critique de l'aliénation religieuse, la doctrine de Feuerbach aurait été la source principale du maintien des rêveries humanistes qui faisaient l'économie de l'étude réelle du travail et des moyens de production, bien plus sûrement en cause des conditions de vie dénoncées que les représentations religieuses ou fantasmagories des hommes. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas minimisé l'importance des thèses sur Feuerbach ou l'idéologie allemande, je n'en ai simplement pas parlé. Du tout. Donc comme ça, c'était résolu. Je l'avais envisagé. J'avais envisagé de venir aujourd'hui et de vous faire un topo sur l'évolution de Marx par rapport à Feuerbach. Et j'aurais, dans ce cas-là, commencé mon intervention par les manuscrits de 1944, et puis la Sainte Famille, et puis les thèses sur Feuerbach, et puis l'idéologie allemande. Sauf que ça faisait entrer en ligne de compte un nombre de concepts quand même relativement importants, et comme tout le monde n'est pas obligé d'avoir lu ni le jeune Marx, ni moi encore vraisemblablement Ludwig Feuerbach, je me suis abstenue et j'ai revu mes ambitions un peu à la baisse, manifestement pas suffisamment, mais l'idée était quand même là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance des thèses sur Feuerbach dans l'histoire du marxisme. Hein. Je ne le nie pas du tout. C'est juste que je ne voulais pas reprendre à mon compte une partie de la querelle entre althusserien et contemporains, parce que si effectivement ça avait un intérêt à l'époque politique de critiquer une forme de communisme humaniste et de ne pas reprendre ce concept d'aliénation pour des raisons politiques tout à fait évidentes. Nous ne sommes plus dans cette situation-là, positivement ou négativement, et on a quand même encore hérité de ce poids de l'interprétation althussérienne. Moi, mon objectif n'est pas de me poser contre Althusser ou pour Althusser, ce qui aujourd'hui n'a pas un sens d'un intérêt fabuleux, ni philosophiquement, ni politiquement vraisemblablement, mais c'est précisément de passer un peu outre cette question pour pouvoir atteindre l'auteur qui m'intéresse moi plus particulièrement, c'est-à-dire Feuerbach. Donc, je ne nie pas du tout l'importance des thèses sur Feuerbach, je n'en ai pas parlé. En ce qui concerne l'idéologie allemande, est-ce que vous en avez dit? C'est vrai que Marx reproche à Feuerbach une conception de la nature comme quelque chose auquel faudrait revenir. Et notamment, il y a un passage dans l'idéologie allemande où il reproche à Feuerbach de ne pas voir que la nature qui nous entoure n'est pas équivalente à ce qu'elle était à l'époque romaine, mais que tout ce qui nous entoure dans la nature a été modifié et transformé par l'homme, et ainsi de suite. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait... c'est une critique de Marx que l'on peut tout à fait contrecarrer par des textes de Feuerbach, mais qui sont des textes postérieurs. Donc on ne peut pas faire reproche à Marx de ne pas avoir pris en considération des textes qui n'existent pas encore. Mais j'y reviendrai à propos de la troisième question.
En ce qui concerne la remarque de monsieur, pour répondre à votre question, je pense que la démarche de Feuerbach et que l'anthropologie de Feuerbach, l'humanisme de Feuerbach, c'est précisément de dépasser la tension entre spiritualisme ou matérialisme. Donc je me garde bien de définir Feuerbach soit comme un matérialiste, soit comme un spiritualiste. Pour moi, la définition même de l'humanisme, l'intérêt même de l'humanisme, c'est précisément de dépasser cette contradiction. Voilà, donc c'est pas possible de développer ça en 2 heures d'exposé ici, mais c'est précisément ce que je cherche à démontrer dans un temps un peu plus long, celui d'une thèse. Et pour revenir à la remarque de madame ou de mademoiselle, l'importance de la conception de l'amour et de la nature et la diminution, enfin, c'est la minoration qui ira avec de l'aspect politique. Alors, l'importance de l'amour et de la nature chez Feuerbach, oui, 1000 fois oui, c'est même ce qui a été critiqué énormément, à commencer par Engels, qui, dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, lui reproche de ne voir les rapports entre humains qu'en rapport d'amour ou d'amitié, mais jamais dans le sens de la production, de l'activité productrice, et ainsi de suite. Donc oui. Est-ce que ça minore l'aspect politique ? En ce qui concerne l'amour, vraisemblablement oui. En ce qui concerne la nature, pas sûr. Pas sûr, pourquoi ? Parce que dans les textes postérieurs, alors non, dans les textes quasiment contemporains avec 1848, c'est-à-dire l'essence de la religion et les leçons sur l'essence de la religion, qu'il tient à Heidelberg devant les étudiants, à la demande des étudiants, pendant la Révolution de 48. Et dans les textes postérieurs, Feuerbach attache une grande importance à la nature, certes, mais aussi aux sciences naturelles, et il en fait l'un des fondements d'une révolution possible. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, si la révolution est possible, elle ne va pas être possible en fonction des idées que l'on a ou de l'appel que l'on a pour la République ou la démocratie. Il se moque dans une lettre à un monsieur Taillandier, un journaliste français, qui lui faisait reproche de ne pas participer à la Révolution de 1848, en disant, mais enfin quand même, avec ce que vous avez écrit, comment se fait-il que vous ne participiez pas plus et plus concrètement à cette révolution ? Et Feuerbach lui répond, vous m'avez mal lu, si vous m'aviez bien lu, vous sauriez que je suis un total incroyant. Or, cette révolution de 1848 est la fille de la religion chrétienne et du fait de croire que par un mot ou la volonté de quelque chose, on fait advenir dans la réalité les choses. Et en l'occurrence, il dit, il ne suffit pas de dire qu'advienne la République pour que l'on obtienne la République. Donc pour Feuerbach, le changement social, le changement politique, il passe par la science. Et il y a une attention de Feuerbach aux révolutions scientifiques de son temps, notamment au darwinisme, qui est très importante. Et on sait le texte, la recension de l'œuvre de Mollschott, c'est ce qui nous donne Der Mensch ist, was er ist, l'homme est ce qu'il mange, qui évidemment limite et fait partie des phrases un peu légères qui ne servent pas forcément à voir la profondeur de Feuerbach. Mais en l'occurrence, dans ce texte-là, ce qu'il met en évidence, c'est que c'est la connaissance de la nature, des sciences naturelles, de la physiologie qui peut mener à un changement politique, à un changement social. Voilà.